Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Aujourd'hui, on est en compagnie de Laurie Leblanc et Marc-Antoine Lemoignant. On va discuter de politique américaine, précisément des prochaines élections là, qui arrivent très bientôt, donc le 5 novembre. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce prochain podcast-là. Merci d'être là. Merci. Marc-Antoine, tu peux te présenter un peu comme tu es journaliste? Oui, exactement. Étudiant en économie politique, journaliste pour TVA Nouvelles. J'aborde beaucoup des sujets internationaux. Évidemment, dans le contexte d'une élection américaine, on s'est penché beaucoup sur ce sujet au cours de la dernière année, là, depuis que on parle plus généralement de cette campagne électorale, même si elle n'est que commencée depuis les derniers mois. Mais c'est ça, je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais disons que je m'y intéresse beaucoup. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Marc-Antoine va être envoyé aussi là, couvrir les élections américaines. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'on va avoir ta perspective puis discuter de politique américaine avec toi. Oui, ça va être une belle soirée, une soirée assez chargée, celle du 5 novembre. Là. Je pense que ça risque d'être certainement une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis. Donc, ça va être très intéressant de se rendre là-bas aux États-Unis. On ne sait pas encore où on va être déployé, mais d'aller à la rencontre des Américains, discuter évidemment avec eux, parce que la perspective canadienne qu'on a, par exemple, des élections américaines, elle est complètement différente de ce que peut avoir un Américain au pays là-bas. Puis c'est intéressant d'essayer de comprendre un peu la psychologie qu'amène un des électeurs à voter ou bien pour le camp démocrate ou bien pour le camp républicain. Oui, puis ben, justement, là, par rapport à ça, avant d'entrer dans le vif du sujet puis de faire la vraie analyse, je pense que c'est important de peut-être parler un petit peu du climat socio-économique aux États-Unis en ce moment. Qu'est-ce qui ferait en sorte, en fait, qu'un électeur irait plus vers un Donald Trump ou vers une Kamala Harris dans sa décision? Bien, c'est à voir ici les différents sujets, les sujets les plus importants qu'abordent les deux camps. On pense à Donald Trump qui parle fréquemment de son discours anti-immigration. C'est son cheval de bataille principal de sa campagne électorale, d'économie où, généralement, les Américains ont une meilleure perspective de l'économie vis-à-vis Trump que vis-à-vis Harris, alors que pourtant, l'économie américaine se porte plutôt bien. On sait que l'inflation, depuis la pandémie de la COVID-19, est plutôt en décroissance, là, même s'il y a tout de même des prix dans certains secteurs de l'industrie qui demeurent élevés. Puis l'emploi est solide aux États-Unis. On pense au taux de chômage lors du mois de septembre qui est à 4,1 %. Il y a une reprise de l'économie. Et d'un côté, Donald Trump, lui, martèle le message comme quoi l'inflation n'a jamais été aussi élevée sous l'administration de Joe Biden. Il faut rappeler évidemment aux gens qui nous écoutent que Kamala Harris est la vice-présidente actuelle et qu'on l'associe beaucoup à Joe Biden, évidemment, parce qu'il faisait partie en quelque sorte de la même administration. Puis socialement, je vous ai parlé de l'immigration, mais il y a d'autres débats. On pense au débat sur l'avortement qui a fait longuement jaser durant cette campagne électorale, notamment avec le renversement de l'arrêt Roe contre Wade en 2022. Il y a 21 États actuellement au pays qui interdisent ou restreignent l'avortement. C'est un sujet clé et je pense notamment que Kamala Harris a l'avantage sur sur Donald Trump plutôt, évidemment parce qu'elle est une femme. Elle l'a abordé lors du débat au mois de septembre dernier. Elle a été très forte sur cet aspect face à Donald Trump, entre autres. Puis on pense aux inégalités sociales qui ne cessent de grandir. On sait que la disparité de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, elle ne cesse de s'accroître aux États-Unis. Alors, c'est un peu dans ce climat-là, j'aborderais peut-être le climat, le certain clivage entre les deux camps qui s'accélère entre, je dirais, la frange plus extrémiste, plus radicale aux États-Unis, qui prend du galon. On pense à la désinformation, à la déformation de faits. On ne peut plus prendre pour acquis ce qui était pris pour acquis auparavant. Tout ce qui est amené, tout ce qui était pris pour acquis, tout ce qui était considéré comme une vérité aux États-Unis ne semble plus l'être. Et c'est un peu là que tombe et s'en va
le peuple américain, ce qui est inquiétant en quelque sorte. Oui. Puis c'est pas une opinion personnelle, là, c'est simplement, on le constate avec le candidat républicain Donald Trump, il y a de la vérification de faits qui est fait quotidiennement par les différents médias américains. Oui. Et il y a beaucoup de mensonges qui sont rapportés par un camp. Mme Harris peut parfois d'y aller de quelques mensonges, mais vraiment, Donald Trump a cette facilité à, disons, d'y aller de faux arguments. Donc, de baser ses arguments sur des mensonges. Puis évidemment, c'est peut-être un peu inquiétant dans un contexte de campagne électorale. Mm-hmm. Puis, tu sais, par rapport à 2016, où on sentait vraiment que la population américaine, pas se révoltait, je sais pas comment le dire, mais disait principalement que le camp Obama les avait laissés tomber, les gens de la classe ouvrière, parce que à la base, le Parti démocrate défend les intérêts de la classe ouvrière. Est-ce que, avec l'administration Biden qu'il y a eu maintenant, est-ce qu'on ressent encore ce clivage-là? Est-ce que les gens sont encore autant... Ils se disent autant on s'est fait encore laisser par les démocrates puis par cette élite de New York-là? Bien, je pense davantage, oui, que Obama. Ouais. Obama reste tout de même très populaire, ce que Joe Biden n'est plus nécessairement. On sait qu'il s'est retiré au début de l'été, puis est parti un peu sur sa faim, là, parce que, bon, on voyait vraiment que l'état mental du président américain se détériorait. Mm-hmm. On ne le sentait plus vraiment dans cette course. Puis il y a aussi l'aspect de la pandémie qui a un peu transformé le monde entier, mais principalement les États-Unis, puis qui a laissé cette image d'un pays qui se détériore en quelque sorte, qui se divise de plus en plus. Ouais. On pense aux événements de George Floyd en Géorgie, entre autres. Donc, ce sont tous des éléments qui ont accentué ce clivage aux États-Unis qui est de plus en plus important, puis évidemment qui divise la population actuellement. Puis on se demande aussi où va se rendre les deux camps. Est-ce qu'il va avoir une finalité à tout ça ou ça va être encore plus extrême? Ben, c'est la question, évidemment. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je m'en vais un peu sur un autre sujet, mais tantôt, tu disais d'entrée de jeu que ça allait probablement être l'élection la plus serrée des États-Unis. Qu'est-ce que cette campagne électorale-là ou cette élection-là va créer ou va faire en sorte que ça va être l'élection la plus serrée? Est-ce que c'est parce qu'on a eu un changement de candidat en cours de route? Parce que je pense que si ça avait été Joe Biden, on n'aurait probablement pas eu l'élection la plus serrée. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça risque d'être aussi serré? Est-ce que c'est la raison du clivage, justement? Il y a plusieurs premières dans cette élection. Hein. On pense, sans dire que Joe Biden qui quitte en pleine course présidentielle, c'est une première, mais quand même, dans ce contexte-là, face à Donald Trump, un ex-président qui est condamné au criminel, qui insulte les candidats adverses pour essayer de prendre du galon vis-à-vis eux. C'est un peu une première aux États-Unis dans ce contexte de cette élection. Maintenant, ce qui fait qu'elle pourrait être la plus serrée, c'est principalement dans ces États clés, dans les États pivots où actuellement, c'est les deux candidats, tant Kamala Harris que Donald Trump, sont nez à nez. Les sondages nous montrent que dans plusieurs États, là, un ou l'autre mène par 1 point ou moins. C'est ce qui nous mène à croire, entre autres, que l'élection sera l'une des plus serrées. Là. OK. Ouais. Puis, tu sais, justement, on parle de la candidature de Mme Harris. Je pense que sa candidature a été bien reçue au niveau de la population afro-américaine qui avait peut-être perdu confiance même envers Joe Biden, puis même envers Donald Trump, là, qui disait, tu sais, on n'ira juste pas voter. Donc, on risque de voir aussi une élection où on va avoir des classes sociales ou des gens qui, normalement, n'auraient pas été votés, puis que là, ils vont probablement aller voter aussi, hein, peut-être. C'est clair que, d'abord, sur le premier volet de la question, Kamala Harris, sa candidature a très bien été reçue parce que de la façon que Joe Biden a quitté, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a laissé un peu le peuple américain abandonné d'une certaine manière quand on pense au camp démocrate. Il y en a plusieurs qui ne se sentaient plus représentés par le président actuel. Puis même, à la base, quand j'ai été au mois de mars aux États-Unis pour les primaires
le super mardi qu'on l'appelle, donc c'est pour les primaires républicaines et démocrates au Vermont, qui est un État hyper démocrate. Ben, j'ai parlé à plusieurs personnes, puis on me disait, ben, tu sais, je me sens pas représenté par aucun des deux candidats, que ce soit par Donald Trump ou Joe Biden. Maintenant, Kamala Harris qui arrive, elle est beaucoup plus jeune, là, si on la compare évidemment à Joe Biden. Elle amène ce vent de fraîcheur. C'est une femme, elle est noire également. Puis c'est assez ironique de penser que ses appuis actuellement auprès de la communauté noire sont plus faibles que Joe Biden en 2020 et Hillary Clinton en 2016. Je pense que Hillary Clinton, en 2016, a obtenu le soutien de 92 % de la communauté noire. Joe Biden, en 2020, 90 %. Et actuellement, selon un sondage du New York Times, donc fin septembre, début octobre, ben, elle ne récoltait que 78 % de la communauté noire, alors qu'elle est elle-même noire. Oui. C'est intéressant de se pencher sur ce volet-là, mais c'est clair qu'elle a eu, évidemment, donc, elle a amené ce vent de fraîcheur, comme je l'ai mentionné, dans les sondages. Suite donc, du retrait de la candidature de Joe Biden, elle était excessivement populaire. Elle a rattrapé ce que Joe Biden avait perdu dans les 7 États où Donald Trump était en avance avant que Joe Biden quitte. Kamala Harris, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, elle a su rattraper ce retard qui était tout de même très important. On se demandait où allaient les démocrates alors que Joe Biden menait le navire. Puis, elle a su récolter également des fonds importants. On parle de plus d'1 milliard de dollars récoltés par les démocrates. Donald Trump est loin de tout ça. Il mène une campagne beaucoup plus petite que Kamala Harris et pourtant, il s'en sort plutôt bien. C'est nez à nez actuellement. Alors, c'est certain que Kamala Harris, effectivement, elle a amené un nouveau visage, mais on la sent un peu stagnée au cours des dernières semaines, derniers jours, et on sent que Donald Trump, lui, commence à prendre du galon légèrement. Puis qu'au cours de la dernière semaine, réellement, on se dirige vers une des élections les plus serrées au pays. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je me demande si justement, qu'est-ce qui peut expliquer que le fait qu'elle stagne comme ça, c'est pas nécessairement... C'est peut-être le fait, justement, qu'elle va pas aller aborder des sujets comme l'économie ou elle va vraiment faire attention dans certains discours, tandis que Donald Trump, lui, on a un candidat où on dirait qu'il peut aborder tous les sujets, un peu de n'importe quelle manière, peu importe vraiment la perception, mais on dirait que les gens veulent comme se décrocher de l'image du président parfait. C'est un peu injuste, hein? Oui, c'est ça, exact. Disons que je pense que les Américains offrent un traitement différent envers Kamala Harris qu'envers Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump est très connu, il a déjà cette notoriété importante, alors que Kamala Harris, lorsqu'elle a succédé à Joe Biden, même si c'était la vice-présidente, veut pas, elle est beaucoup moins connue que son adversaire Donald Trump. Et c'est à elle de prouver, c'est à elle de montrer qui elle est. On l'a présenté de toutes sortes de façons dans les médias. Le camp républicain n'a cessé de l'insulter, entre autres. Mais justement, Kamala Harris, comme je l'ai dit, elle est différente, mais veut pas, elle a dû se rattraper. Elle avait beaucoup de chemin à faire par rapport à Donald Trump lorsqu'elle est arrivée. Oui. Puis, on a appris à la connaître. Les électeurs américains ont appris à la connaître. Puis, il y a plusieurs d'entre eux qui se sentent... qui trouvent, entre autres, que Kamala Harris est peut-être un peu trop scriptée dans ses entrevues. Elle a accordé toutes sortes d'entrevues en direct, que ce soit à CNN. Pas en direct, mais des entrevues préenregistrées, mais qui ont été diffusées, évidemment, à la télévision américaine. Puis il y a une sorte de script où Kamala Harris arrive difficilement à se débarrasser. Elle est bonne pour lire, entre autres, sur télésouffleur. Elle a de très bons discours. Elle a une bonne élocution. Elle sait s'adresser devant des foules. Oui. Mais il y a peut-être cet aspect lorsqu'elle doit s'adresser à un Américain, répondre à ses questions, où on sent que Kamala Harris est peut-être un peu moins bonne dans ce domaine. Puis comme je l'ai dit, c'est un traitement injuste. Elle est jugée sur tout ce qu'elle fait. Puis malheureusement... Donald Trump, le républicain, a beau dire toutes les insultes, insanités, il ne sera pas jugé de la même façon parce qu'il est connu, entre autres. Mais à ce moment-là, moi, je pense, point de vue canadien, nous, on voit ces discours-là, on voit ça sur tous nos réseaux sociaux, sur notamment la télévision. Dans nos têtes, en tant que Canadiens, je veux pas dire impossible, mais les chances sont moindres que ce soit, par exemple, Donald Trump
mettons, dans notre patrie, ce serait vraiment étonnant que ce soit lui qui gagne. Mais à ce moment-là, est-ce que tu peux comme un peu nous expliquer c'est quoi comment les Américains pensent quand ils pensent aux élections? Ben, c'est une grande question. Mais pourquoi ils voteraient pour Donald Trump, par exemple? T'sais, nous, c'est quelque chose qu'on peut inimaginable. Dans ma tête, moi, peut-être, les autres, c'est différent, mais dans le sens que c'est quoi leur vision? Ben, c'est sûr que c'est difficile à répondre parce que je ne suis pas moi-même un Américain. Non, c'est ça. Mais c'est clair que Donald Trump, évidemment, touche disons, s'intéresse à la ruralité, hein, à ceux qui sont peut-être moins éduqués, qui ne s'informent, qui, disons, vont toucher différentes sources d'informations sans nécessairement vérifier ce qu'ils lisent. Évidemment, c'est favorable à Donald Trump. Puis il y a différents thèmes pour les Américains qui sont différents que nous, on peut vivre ici. Entre autres, l'avortement, qui est un débat chaud là-bas. Nous, ici, on ne connaît pas ça. C'est dans nos mœurs, c'est dans nos normes, nos valeurs depuis des années déjà. Puis, peu importe le gouvernement qui irait en poste, ce ne serait pas acceptable de rouvrir le débat. Le débat de l'avortement ici au Canada ne serait jamais rouvert. Tandis qu'aux États-Unis, probablement que ce débat-là ne s'arrêtera jamais. Ça va toujours être un débat aux États-Unis. Il y a la présence religieuse qui est différente aux États-Unis. On sait qu'au Québec, la laïcité, elle est importante. Aux États-Unis, c'est différent. Bref, il y a énormément de chrétiens, puis différentes religions qui sont importantes aux États-Unis, puis on ne se défait pas justement de cette emprise-là. C'est tous des choses qui peuvent expliquer pourquoi un Américain peut être appelé à voter pour Trump. Il aborde une perspective plus populiste. Chaque chose qu'il dit, il le fait en fonction d'être le plus populaire possible. Il disait en quelque sorte la semaine dernière qu'il était un envoyé de Dieu. Évidemment que les chrétiens aiment se faire dire ça. Il le disait justement à un rassemblement. Donc, c'est clair qu'il aborde justement cette élection d'une manière populiste où il tente d'aller chercher facilement des votes. Puis, face à Kamala Harris, face à une personne qui, est de plus en plus connue aux États-Unis, c'est peut-être un discours plus facile à aborder, tandis que si ça avait été une figure imposante démocrate qui est là depuis des années, peut-être que le message de Donald Trump aurait moins bien passé. OK, mais est-ce que ça a un lien, par exemple, parce que j'ai regardé un documentaire là, concernant vraiment les deux groupes de personnes, les deux groupes de personnes en tant qu'Américains, par exemple, si je peux dire ça comme ça, dans le sens que, il y a un groupe qui sont, vraiment pour Donald Trump, ça soulève vraiment beaucoup de violence, j'ai l'impression. Ils sont beaucoup dans une idée de carnage un peu. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait avoir peur, nous, les Canadiens, en lien avec les erreurs du passé que Trump soulève beaucoup dans ses discours? Bien, le point aussi qui est intéressant dans ce que tu soulèves, c'est que la radicalisation, elle est plus importante aux États-Unis qu'elle l'est ici. C'est-à-dire que, sans dire qu'il y a une population plus extrémiste, il y a une frange de cette population-là qui l'est. Il y a certains, littéralement, promoteurs du nazi qui font partie des supporters de Donald Trump. On l'a vu dans toutes sortes de manifestations lors du 6 janvier dernier, à la suite de la défaite de Donald Trump, où certains, littéralement, portaient un drapeau nazi ou avaient des tatous nazis. Tu sais, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas ici, mais on en voit beaucoup moins. Ouais. Donc, la radicalisation aux États-Unis, puis on revient un peu à ce clivage qu'on parlait en début de podcast, balado, ça explique, entre autres, cette perspective complètement différente entre Canadiens et Américains. Est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter? C'est sûr qu'en cas de victoire de Donald Trump, puis on l'abordera peut-être en détail plus tard, certain que ça soulève quelques inquiétudes. Je pense que le gouvernement canadien est à l'affût de tout ça, se prépare à une potentielle entrée de Donald Trump, tout comme les autres pays dans le monde, hein, parce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à la Maison-Blanche pour un deuxième mandat, là où, littéralement, il
serait en mesure de manœuvrer beaucoup plus facilement. En 2016, lorsqu'il a gagné, il est arrivé un peu de nulle part. Là, il a eu le temps de placer ses pions, entre autres dans l'administration américaine. Donc, il aurait beaucoup plus de latitude. On pense à certains employés de Donald Trump en 2016 qui le qualifient au cours des derniers jours de fasciste, qui pourrait être un dictateur. Puis lui-même le dit, hein, il l'a dit il y a de cela quelques mois, je serai un dictateur, mais seulement qu'à ma première journée. Tu sais, c'est à se questionner, à s'inquiéter. Évidemment que ça soulève des inquiétudes. En tant que Canadiens, on est leur principal partenaire économique, en plus d'être leur voisin. Une frontière, notre seule frontière avec eux. C'est clair que ça soulève quelques inquiétudes. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant de revenir sur ce sujet-là, justement, des impacts que ça va avoir au Canada. Mais avant ça, j'aimerais qu'on aborde la journée du 5 novembre, donc la journée de l'élection. À la dernière élection, je me souviens, ça a pris plusieurs jours là, avant d'avoir une confirmation de Biden ou Donald Trump allait rentrer à la Maison-Blanche. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la journée du 5 novembre? Est-ce que, peut-être que tu peux pas me le dire en ce moment non plus, est-ce qu'on pourra avoir des résultats le soir même? Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là, en fait? Bien, il faut savoir que le processus électoral est déjà commencé. Hein. Il y a plusieurs votes par correspondance qui ont été envoyés, vote par personne aussi qui est commencé dans presque tous les États aux États-Unis. Mais évidemment, le principal va se faire le 5 novembre prochain. C'est la soirée électorale. Puis, à mon humble avis, je pense pas qu'on ait un résultat là, le 5 novembre prochain. C'est tellement serré. Avoir les sondages, justement, dans ces 7 États clés, où actuellement, c'est Trump qui mène par 1 point ou un peu moins d'1 point, selon Real Clear Politics, qui prend la moyenne de chacun des différents sondages, évidemment, les plus fiables. On ne sait pas trop à quoi s'attendre la soirée du 5 novembre prochain. On sait qu'il y a 4 ans, ça ne s'était pas terminé, justement, la soirée même, puis ça risque pas d'être le cas, encore une fois, cette année. C'est trop serré. Il n'y a aucun firme de sondage qui peut réellement prédire le gagnant à l'heure actuelle. Parce que si je vous dis que Trump mène par 1 point, mais que la marge d'erreur, elle est de 2 points, c'est impossible de prédire qui va remporter ces États clés. C'est évidemment, à la base de l'accès de la Maison-Blanche, c'est 7 États parce que dans les autres États aux États-Unis, c'est presque déjà confirmé. Si on pense, par exemple... je ne sais pas, à l'État de Washington, bon, c'est clair que ce sera démocrate. À d'autres États au centre des États-Unis où c'est clair que ce sera républicain, mais tout se joue littéralement dans 7 États. Donc, le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Entre autres, la Pennsylvanie qui sera très important. Les 2 candidats y ont dépensé des ressources financières, beaucoup de temps là-bas. En tout cas, c'est l'État où les 2 candidats ont passé certainement le plus d'États. C'est lui à laquelle il y a le plus de grands électeurs parmi ces 7 États clés. Donc, tout est à jouer en Pennsylvanie et là-bas, c'est vraiment 50-50. Je pense que ça risque de se décider là-bas. Celui qui va remporter cet État risque possiblement d'être porté à la Maison-Blanche, quoique d'autres scénarios qui sont plausibles, évidemment. Mais je ne m'attends pas à une conclusion de la soirée le 5 novembre ou le 6 novembre au matin. Là, ça risque d'être plus long que ça. Si on parle du scénario, qu'est-ce qui se passe? C'est égal 269. Est-ce que tu sais ce qui pourrait se passer? Oui, c'est un scénario rarissime. Je pense que c'est arrivé une fois dans l'histoire, là, mais c'est dans les années 1800, si je ne m'abuse. Ça revient donc à la Chambre des représentants de décider du président. Je ne sais pas si on aborde le collège électoral en quelque sorte. C'est donc 538 représentants parce que c'est donc le système électoral qu'ont choisi les Américains. C'est un vote indirect, c'est-à-dire que la population vote indirectement pour le président. Il y a donc ces grands électeurs qui sont chargés donc de décider du président, mais par convention, évidemment, ils votent en fonction de ce qui a été voté par la population. Donc, chaque État représente un nombre sur 538. Je vous l'ai dit, l'État de la Pennsylvanie en compte 19. Puis, c'est comme ça, il y a différents scénarios qui nous amènent à la majorité présidentielle qui est 270. Donc, pour remporter
cette élection présidentielle, l'un des deux candidats doit obtenir 270 grands électeurs et sera donc porté à la Maison-Blanche. Je vous l'ai dit, il y a certains États qui sont solides démocrates ou solides républicains. On pense à la Californie. On sait que les 54 grands électeurs iront vers le côté démocrate, exactement, ou l'Ohio qui ira côté républicain, ce qui fait qu'il nous laisse, comme je l'ai mentionné, 7 États avec d'un côté 225 grands électeurs pour Kamala Harris et 219 pour Donald Trump. Et on peut s'amuser comme ça à y aller de différents scénarios, à dire par exemple que 3 États iront du côté de Kamala Harris, 4 autres États du côté de Donald Trump et d'y aller de certaines prédictions. Mais personne n'a le pinceau magique à l'heure actuelle. Personne ne peut réellement dire qui va remporter cette élection, même les maisons de sondage. Puis, tu me posais tantôt la question, qu'est-ce qu'on a appris des différentes élections? Je pense qu'il y a principalement un camp qui va apprendre de ces 2 dernières élections, c'est les maisons de sondage. Parce qu'eux, ils se sont complètement trompés en 2016 et en 2020. Ils ont surestimé la performance démocrate. En 2016, il y a même des maisons de sondage qui donnaient la victoire à Hillary Clinton plusieurs jours avant cette élection par 3 ou 4 points. Ça a été la même chose avec Joe Biden, où on s'attendait à une vague bleue lors de l'élection. On s'attendait à ce qu'il remporte cette élection par une avance. Puis finalement, ça s'est terminé par une des élections les plus serrées au pays. Je pense que ce le sera encore plus. C'est ça pourquoi je dis que les maisons de sondage vont apprendre. Puis on le constate peut-être en ce moment, d'où les sondages nez à nez. Oui, c'est ça. Peut-être ils font vraiment que les maisons de sondage ont rectifié le tir, ont tenter de surestimer le moins possible la performance démocrate pour tenter d'être le plus juste possible, ce qui fait qu'actuellement, on n'a pas de clair vainqueur à un peu moins de 2 semaines de l'élection présidentielle. Puis comme j'ai dit, il y a plusieurs scénarios qui amènent autant Kamala Harris que Donald Trump à la Maison-Blanche. N'importe quel des deux, honnêtement, peut devenir président au mois de janvier prochain. Il y a des scénarios qui nous amènent à une victoire de Kamala Harris 270 à 268. Alors, c'est clair qu'on va s'amuser le 5 novembre prochain parce que ça va être toute une soirée électorale. Oui. Puis, ça m'a fait penser à ça en discutant. Pendant l'élection, on a vu beaucoup d'artistes qui se sont alliés à un camp ou à un autre. Principalement, souvent, les artistes s'associent là, au camp démocrate. Donc, on a vu notamment Taylor Swift qui s'est associée. Je pense que récemment aussi, là, Eminem a présenté Barack Obama pour un discours. Puis on sait là, que les Obama ont comment... Beyoncé va chanter probablement, c'est ça qu'on a vu. Ah oui? OK, j'avais pas... Mais c'est ça. Fait est-ce que ça, c'est... Tu sais, je sais que les Obama aussi ont une grande présence encore là, dans le camp démocrate, puis ont une importance. Est-ce que ces artistes-là qui vont dire aller voter ou qui vont prendre un camp, une position publique, est-ce que ça a un réel impact dans l'élection? Un réel impact, c'est difficile de l'évaluer présentement, mais c'est clair qu'ils ont un impact. Quand on parle de Taylor Swift, évidemment, elle est très populaire chez les jeunes. Puis, historiquement, les jeunes, c'est ceux qui vont le moins voter à l'élection américaine. Bon, il y a d'autres groupes aussi, mais les jeunes font partie de ces groupes-là qui ne vont pas voter, ou en partie. Donc, c'est clair que ça peut en inciter quelques-uns à se rendre voter, surtout dans le contexte de cette élection présidentielle, qui est peut-être plus importante que d'autres élections, où on le voit d'un côté comme un combat pour la démocratie. C'est pas nécessairement un vote pour Kamala Harris, mais un vote contre Donald Trump. Donc, c'est clair qu'une Taylor Swift peut avoir son effet, là, avoir le public qu'elle touche lors de ses spectacles, les revenus également qu'elle fait, ça prouve de sa popularité à l'échelle mondiale, d'où l'impact qu'elle peut avoir. Puis, c'est un peu moins commun pour des artistes ici au Canada, au Québec, de prendre parti dans une élection, contrairement aux États-Unis, où c'est beaucoup plus commun, où ils soutiennent, supportent publiquement un candidat ou l'autre. Donc, mais je pense sincèrement que ça peut avoir un effet. Par contre, est-ce que ça peut faire balancer le résultat de l'élection?
on ne peut pas vraiment le savoir, mais c'est clair que ça va avoir un effet. Est-ce que... je ne veux pas rentrer dans les théories, là, mais vous savez mon amour pour les théories. Si on revient au sondage, les votes et tout ça, est-ce que tu penses qu'il y aurait des risques de corruption dans le calcul des votes? Je pense pas. Je pense que le processus électoral américain est honnête de ce côté-là. Okay. On parle souvent que c'est l'une des plus grandes démocraties du monde. Puis même si Donald Trump n'accepte toujours pas sa victoire 4 ans après sa défaite, parce que c'est le cas de le dire. C'est pour ça que je disais ça, parce qu'il a déjà mentionné... Oui, exactement. Il fait mention à plusieurs théories du complot ou toutes sortes de conspirations qui l'ont amené à perdre cette élection. Mais dans les faits, le processus électoral, il est honnête aux États-Unis. Il est valide. Ça a été comme ça depuis le fondement de cette démocratie, puis ce l'est encore, selon moi. Donc, c'est un peu, pas nécessairement ce qui invalide les propos de Donald Trump, mais le décrédibilise certainement d'une façon parce que le processus électoral américain n'a jamais été mis en doute, n'a jamais été mis en cause. Puis même dans l'un de ces cas là, où il pourrait être appelé à procès, quand on pense à ses tentatives d'avoir renversé donc les résultats de l'élection en Géorgie, où il a clairement appelé un membre du Congrès pour lui dire « J'ai besoin d'11 000 voix en Géorgie ». Puis bref, ça n'a pas changé les résultats de l'élection. Il a même été dénoncé, puis aujourd'hui, il fait face à possiblement une peine de prison dans ce dossier-là. C'est un chef d'accusation qui est excessivement grave, probablement le plus grave qui lui colle à la peau actuellement. Donc non, je pense que le processus électoral américain est très honnête. Ouais. Okay. On divague beaucoup, là, on change plusieurs fois de sujet, mais c'est pas grave, je pense que c'est le but. Mais justement, on vient de parler des chefs d'accusation que Donald Trump a contre lui. Ce qui est difficile à croire aussi, c'est que, on a assisté, là, on a assisté à un procès, en fait, de Donald Trump, à 2 procès, en fait. Et on dirait que dans la tête des Américains, le fait de peut-être voter pour un criminel où ça aurait pu vraiment miner sa crédibilité, ça n'a pas nécessairement d'impact. Ce que moi, je trouve super spécial, puis aussi, on est vraiment dans un pas extérieur, on est au Canada, on ne vit pas les réalités économiques, sociales des Américains, mais c'est spécial de voir qu'un criminel pourrait être élu, en fait, puis je pense qu'il va avoir son prochain procès même pendant qu'il serait supposé être à la Maison-Blanche. Oui, c'est assez fou quand même de penser que parce qu'il a été reconnu coupable, entre autres, dans cette affaire Stormy Daniels, falsification de compte lors de l'élection de 2016, en achetant le silence d'une actrice pornographique, il a été reconnu coupable par le jury de façon unanime. Maintenant, on attend son verdict. Ça a été reporté à plusieurs reprises. Puis, si jamais il devait être élu président, probablement qu'il n'aura jamais de verdict dans ce dossier et dans tous les autres procès qui lui collent à la peau. Ça lui donne comme une immunité, dans le fond. Clairement. Puis même la Cour suprême a statué sur l'immunité présidentielle aux États-Unis en disant qu'un président dans ses fonctions a presque le pouvoir de faire ce qu'il veut, ce qui est quand même inquiétant. Et ce qui est très paradoxal aussi par rapport au fait qu'on dit que c'est la plus grande démocratie. Exactement. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 3 juges de la Cour suprême qui, pendant le mandat de Donald Trump, ont été élus, ont été nommés par le président. Il a eu cette chance, en quelque sorte, Donald Trump, parce que un juge de la Cour suprême s'est nommé à vie aux États-Unis. Puis lui, il a eu la chance de pouvoir en nommer 3 sur les 9, si je ne m'abuse. Donc, c'est énorme. Là. Ça lui a conféré un pouvoir très grand. Puis, entre autres, dans le renversement de l'arrêt Roe contre Wade, c'est ce qui a fait pencher la balance. Maintenant, parler cette perspective américaine du fait que certains vont voter pour lui alors qu'il est un criminel, ça donne un peu cette perspective que le système est contre lui. Il l'amène de cette façon. Donald Trump, que j'ai vécu toutes sortes de choses. C'est une victime, en fait. Qu'il est la victime de Joe Biden, des démocrates qui tentent de le faire perdre cette élection. Puis dans cette ère où la désinformation, où les mensonges sont importants aux États-Unis,
ben justement, ça rallie des électeurs derrière lui, puis ça lui permet à un certain point d'être encore plus populaire, que ses procès lui ont permis d'atteindre une popularité qu'il n'avait même pas avant que tout cela débute. Ça lui donne évidemment une vitrine gratuite parce qu'il a été à la une des différents médias dans l'affaire Stormy Daniels pendant au moins 6 semaines. Je pense que ce procès a duré environ 6 semaines. Oui. Je ne dis pas que ça lui donne une bonne image, mais certainement, ça lui donne une image. Quand on dit « parlez-en bien, parlez-en mal », mais parlez-en, c'est exactement ce que ça fait. Puis Donald Trump ne veut pas, ce qui lui permet d'être toujours en course, ben, c'est le travail de ses avocats qui ne sont pas que des simples avocats, ce sont aussi des conseillers politiques en quelque sorte qui lui permettent de prendre ses procès, de prendre cette vitrine pour l'exposer, puis en devenir finalement encore plus populaire. D'un côté, c'est tout de même inquiétant, mais c'est la vérité. Puis on parlait des autres procès parce que c'est ce qui pourrait l'attendre si jamais il ne devait pas être élu. Il y en a d'autres très importants, là, notamment pour avoir tenté de renverser l'élection en 2020. Je vous parlais de Donald Trump qui cherchait des voix. Il y a aussi cette tentative de renverser les résultats de l'élection le 6 janvier, l'assaut du Capitole, qui est certainement le plus important parce qu'il est accusé de complot contre les États-Unis. C'est pas un petit chef d'accusation, là. Vraiment, complot contre les États-Unis, complot pour avoir privé les électeurs de droit de vote, une obstruction à la procédure officielle. Bref, ce sont les chefs d'accusation plus formels. Là, il y a un document de plus de 40 pages là-dessus, si jamais vous voulez le lire. Mais c'est ça. Puis, malgré tout, il s'en sort, indemne, même plus populaire qu'il l'était avant. Puis, comme je l'ai dit, ça laisse cette image chez plusieurs électeurs républicains, électeurs indépendants également, qui se questionnent à savoir pour qui ils vont aller voter. Du président, d'un ex-président qui honnêtement tente de se faire élire à la Maison-Blanche, mais que le système est contre lui, que les démocrates lui en veulent, que Joe Biden lui en veut, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est ça, c'est probablement pour ça qu'il est capable de se mettre dans la peau des gens qui sont clairement pas millionnaires comme lui, puis qui sont en fait dans des classes sociales souvent ouvrières, peu importe. Puis lui, c'est comme, ben, je suis comme vous, tu sais, moi aussi, le système est contre moi, puis moi aussi, j'ai eu plein d'obstacles dans ma vie parce que voici tout ça. Donc, c'est probablement pour ça aussi que les gens sont capables de se reconnaître en lui, puis de dire, ben, il est comme nous, en fait, parce que lui aussi, il a plein d'obstacles par rapport au système américain. Oui, puis il y a vraiment une haine profonde contre l'entité des démocrates, l'administration de Joe Biden. Parler de ce clivage, on en parle depuis tout à l'heure. Mais Donald Trump a réussi en quelque sorte à mobiliser les électeurs républicains, puis à provoquer une certaine haine, une colère profonde contre Joe Biden, contre une certaine inaction qui en réalité ne l'est pas. Puis c'est ce que ça crée en quelque sorte. Ça crée une division importante. Puis ça crée un peu une déformation des faits, de tout ce qui a été amené auparavant, de tout ce qu'on croyait pour acquis. Puis évidemment, il y en a plusieurs qui se sentent reconnus là-dedans parce que, tu sais, il y a aussi l'aspect des médias sociaux et de Elon Musk, entre autres, qui joue une position omniprésente dans cette campagne électorale. Il a ouvertement soutenu Donald Trump. C'est le propriétaire de Twitter. Puis, l'algorithme, il est très fort. Hein. Quand une personne s'abreuve de quelque chose, de nos jours, il ne s'abreuve que de ça. C'est-à-dire qu'un républicain, un électeur républicain ne voit que Donald Trump, ne voit que Elon Musk et ne voit que les idées qui sont propagées par le parti. Puis souvent, on les peint de leur bonjour. Sur des vidéos TikTok, entre autres, de Donald Trump, on met... Au McDo. Au McDo. Oui, au McDo, entre autres. Mais ça, c'est une des images qui lui permet de connecter avec le public. Ben oui. Puis c'était un peu, en quelque sorte, contre Kamala Harris qui dit, elle, avoir travaillé au McDo lorsqu'elle était plus jeune. Puis Donald Trump dit, ben non, elle n'a jamais travaillé, mais moi, je vais le faire. Je vais aller travailler au McDo. Mais il y a tellement des attaques personnelles, toujours. Là. Plusieurs montages donc, sur les réseaux sociaux qui mettent en valeur le président lors de discours solennels avec de la musique qui arrive à intéresser les jeunes. C'est probablement une des campagnes présidentielles
où on tente de connecter le plus avec les jeunes. Ce n'est plus nécessairement les entrevues à la télé traditionnelle. Là, c'est les podcasts. On a vu Kamala Harris se présenter sur plusieurs podcasts. C'est la même chose pour Donald Trump. Donald Trump a même fait des streams qu'on appelle, là, des directs sur Twitch avec donc des streamers, là, comme on les appelle dans le jargon, mais on tente vraiment de connecter d'une façon différente qui n'a jamais réellement été fait aux États-Unis. Puis on verra si ça fonctionne d'un camp ou de l'autre. Puis, tu sais, justement, là, on est le 7 novembre, par exemple. On a l'annonce que c'est Kamala Harris qui gagne. Puis, est-ce qu'on peut s'attendre... À quoi est-ce qu'on peut s'attendre si c'est Kamala Harris? Puis après ça, je vais poser la question inverse. Là, si, là, on va aller sur qu'est-ce qui arrive si c'est Donald Trump qui gagne. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on a entendu des théories qu'il y aurait probablement une guerre civile. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre assaut du Capitole? Tu sais, peut-être que tout est possible, en fait, pour M. Trump parce que, en fait, il est imperméable à toutes les accusations qui vont peser contre lui. Donc, il n'y a plus vraiment de conséquences. Puis, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Qu'est-ce qui risque d'arriver, en fait? À moi, bon, on ne sait pas, mais c'est quoi les hypothèses les plus plausibles, peut-être? Ce qu'on sait, c'est que, comme je l'ai mentionné, Donald Trump n'a pas accepté les résultats de l'élection de 2020. Puis, il ne s'est pas mouillé à savoir s'il accepterait à nouveau les résultats de 2024. On ne le sait pas. Puis, il n'a pas écarté non plus la violence politique si jamais il devait perdre. C'est-à-dire qu'il s'est fait questionner, puis souvent change de sujet ou revient sur ce complot contre lui qu'il a vécu en 2020, puis cette défaite électorale qu'il n'a jamais avouée. Donc, pour ça, c'est clair que c'est inquiétant parce qu'il ne nie pas, il n'a jamais défendu réellement ce qu'il a pu faire quand il a incité des gens à marcher vers le Capitole, ce qui s'est transformé en, pas un massacre, mais presque, là, disons presque un coup d'État, littéralement, parce que le Capitole, il représente une institution américaine, puis de voir des milliers de personnes qui débarquent avec leur drapeau de Trump, des cagoules qui brisent des fenêtres, qui littéralement insurgent le Capitole, c'est très inquiétant. Puis Donald Trump ne l'avoue pas, mais il incite à la violence d'une certaine manière. Maintenant, à quoi doit-on s'attendre si Kamala Harris entre au pouvoir? Il ne faut pas s'attendre non plus à de grands changements. C'est sans dire que c'est le prolongement de l'administration de Joe Biden, ce l'est en quelque sorte. Kamala Harris, elle a travaillé 4 ans avec lui, même si au cours des derniers jours, lors de différentes entrevues, elle a dit qu'elle serait différente, qu'elle n'est pas le prolongement de l'administration de Joe Biden, qu'elle le veuille ou non. Ce sont des idées libérales, ce sont des idées plus progressistes à l'international. La continuation des alliances, de la coopération internationale, tout ce que Trump n'est pas. C'est en quelque sorte un isolationniste, un protectionniste de l'économie américaine. Donc, pour ce qui est de Kamala Harris, dans cette élection, elle fait de la préservation de la démocratie l'un de ses chevals de bataille, de ses enjeux les plus importants, et elle a raison de le faire parce que c'est probablement l'un de ses arguments les plus forts pour contrer ceux de Donald Trump, entre autres. Il y a tout ce volet de l'avortement où, parce que la Cour suprême est intervenue, elle a renversé l'arrêt Roe contre Wade. Est-ce que elle pourrait légiférer pour tenter de permettre au fédéral d'intervenir dans ce dossier? C'est la grande question. Mais bref, elle s'est positionnée sur l'avortement. Elle souhaite le droit fédéral de l'avortement, d'empêcher les États d'interdire justement les procédures avant la viabilité du fœtus. Puis bon, c'est aussi la question du climat, des changements climatiques, où Kamala Harris promet d'investir, de continuer des subventions concernant les énergies renouvelables, la démocratie, l'économie, où elle se dit réellement celle qui est là pour la classe moyenne, la classe ouvrière. Donc, il ne faut pas nécessairement... puis peut-être un autre sujet qui est d'importance dans cette élection, c'est le conflit Israël-Gaza, où... Bon, son mari, évidemment, est un juif, où elle dit qu'Israël a le droit de se défendre.
que les États-Unis vont continuer d'envoyer des armes, de l'équipement à Israël, mais d'un autre côté, souhaitent un cessez-le-feu, entre autres. C'est une question qui, sans dire qui est importante aux États-Unis parce qu'il y a une forte communauté, autant juive qu'arabe. Oui. Ce qui fait que ça devient un sujet important et que Kamala Harris tente de concilier entre ces deux camps. Maintenant, pour Donald Trump, c'est, comme je l'ai dit, il arriverait en 2024 les mains un peu moins liées qu'il l'était en 2016 parce qu'il a placé ses pions en quelque sorte. On parle beaucoup de Project 2025, qui est un projet de long en large dont il nie justement le fait de collaborer dans ce projet, que ça n'a pas été écrit par lui, ce qui est un fait. Ça a été vérifié, entre autres, par les différents médias américains. On ne peut pas le lier au Project 2025. Mais lui, il l'a dit concernant l'avortement. Il laisserait le choix aux États d'en faire ce qu'ils veulent. Concernant le climat, les changements climatiques, on l'a vu avec Donald Trump, avec le passage de l'ouragan Hélène, entre autres en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, de l'ouragan Milton en Floride. Il nie les données scientifiques concernant les changements climatiques. On parle même que les ouragans sont contrôlés par le gouvernement américain, par les démocrates, qui changent la trajectoire, où l'on vise certains États rouges, certains États républicains, uniquement pour avoir moins d'électeurs. Les affaiblir. Lors de son premier mandat, Donald Trump a annulé une centaine de réglementations concernant la protection de l'environnement, puis on peut s'attendre à la même chose. Puis même quand on parle de l'accord de Paris, concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des émissions à gaz à effet de serre, merci. Lui, il s'était retiré préalablement en 2016. L'administration de Joe Biden est revenue, puis il souhaiterait encore une fois reculer. Quand on pense au crime, il a une certaine affiliation avec l'armée qui est préoccupante pour les Américains parce qu'il souhaite déployer l'armée dans des villes démocrates contre la criminalité. Il s'oppose, entre autres, aux restrictions des armes. Il souhaite même toucher à la loi sur l'insurrection américaine. Par rapport à l'économie, évidemment, je vous l'ai dit, très populiste, donc réduction d'impôts, c'est populaire, des politiques commerciales protectionnistes, dans la coupure de taxes pour les entreprises. Puis la politique étrangère également, quand on pense aux droits de douane imposés à la Chine, ils souhaitent imposer des tarifs de 60, 80, 100 On ne sait plus nécessairement il est rendu où, tellement à chaque événement de campagne, il dit quelque chose de différent, mais on sait qu'il souhaite imposer des tarifs, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes pour le monde entier, pour nos travailleurs canadiens, mais également les travailleurs américains. Ça a été dit par plusieurs études, ça ne serait pas favorable que Donald Trump impose des tarifs, puis pas juste à l'échelle mondiale, également à l'interne aux États-Unis. Puis évidemment, ses politiques fortes quant à l'immigration. Il l'a dit à plusieurs reprises, il souhaite y aller de la plus grande opération de déportation aux États-Unis. C'est une image quand même assez folle là, de tenter d'expulser des immigrants illégaux, comme ils les appellent. Ils les caractérisent de toutes sortes de termes, d'aliens parfois. On pense à ce qu'il a dit là, lors du débat, que certains immigrants haïtiens mangeaient des chiens et des chats dans la ville de Springfield. Bref, ça dépasse l'entendement parfois. Puis c'est le cas concernant le conflit à Gaza où il soutient Israël, condamne également toutes sortes de manifestations pro-palestiniennes. Alors on voit qu'on a deux candidats qui sont vraiment à l'opposé, qui généralement dans une campagne entre démocrates et républicains, évidemment il y a des idées qui sont fondamentalement différentes, c'est normal, mais ici elles le sont d'autant plus. Puis je pense qu'on peut le constater de par la liste que je vous ai faite là, des différentes propositions politiques des deux camps. Mais bon, vous dire comment va se terminer cette élection, c'est difficile de s'y pencher. Si Donald Trump gagne, qu'est-ce qui va arriver? C'est la grande question. On peut s'attendre à plusieurs de ses propositions politiques, comme je vous l'ai mentionné, qui arrivent. Si jamais il devait perdre, ben là, c'est la grande question. Est-ce qu'il y aurait un soulèvement populaire, une sorte de guerre civile? Je n'irai pas
Jusque-là, évidemment, là, puis je pense pas que c'est notre but d'y aller de prédictions fallacieuses ou préoccupantes, mais il y a ce danger parce qu'il ne le nie pas quand même, qu'il pourrait y avoir de la violence politique. Quand on parle de transfert du pouvoir, on ne sait pas de quelle façon il accepterait ou pas les résultats de l'élection 2024, alors que c'est clair que ça plane encore certains doutes. Donc, peut-être pour conclure, j'ai l'impression qu'on va s'attendre à une élection qui est à l'ère du temps, dans le sens où on a la démocratie qui est opposée à la désinformation, puis à plein d'autres idéaux comme ça qui sont très questionnants en ce moment, même pour nous au Canada, où des fois, on a des informations qui nous viennent, puis on a de la misère à bien les analyser, puis il y a tellement de choses qui nous viennent rapidement que je pense que c'est ça qui fait en sorte que cette élection-là va être aussi importante pour la société puis pour l'avenir de la démocratie, en fait. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a tous hâte là, au 5 novembre puis à voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, merci beaucoup, Marc-Antoine. Je pense pas qu'on va le voir tout de suite. Je pense que ça risque d'être beaucoup plus long que ça. Mais on va certainement avoir beaucoup de plaisir le 5 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci.